Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Julie De Groot. Bonjour. Bonjour. Présidente du Parlement francophone de Bruxelles. Et vous venez aujourd'hui, Julie De Groot, parce qu'en fait, vous ne vous représentez plus aux élections. Ça veut dire que vous arrêtez la politique, c'est ça? Alors oui, j'ai décidé de ne pas me présenter pour les élections du 26 mai. Ça a été tout un processus, mais je crois vraiment très profondément qu'il faut faire ce qu'on dit. Et moi, je dis vraiment avec beaucoup de conviction et depuis très longtemps qu'il faut un renouvellement, enfin je le dis à l'interne aussi de mon parti, il faut un renouvellement. J'ai plaidé pour le décumul, ce qui n'était pas nécessairement évident d'ailleurs à l'intérieur de mon parti, mais j'ai aussi plaidé, je me vois encore prendre la parole au bureau du parti en disant qu'il faut une limitation des mandats. Et donc à un moment, je pense qu'il faut vraiment être cohérent avec ce qu'on dit. Je l'ai fait au niveau communal à Ixelles, où j'ai en fait lancé une nouvelle tête de liste et bientôt, l'écolage étant fait, il y aura une jeune, Catherine Jacobs, qui va vous remplacer au conseil communal. Oui, tout à fait. Donc après, vous abandonnez tout. Et donc plus de postes d'élus au Parlement, plus à la commune. Ouais. Donc ça veut dire que la politique, c'est fini, vous tournez la page. La politique active. Mais en fait, je pense que les gens qui sont en politique croient trop qu'il n'y a que la politique, il n'y a que ce monde-là qui d'abord est légitime, qui est le seul qui peut agir. Et vraiment, j'espère que je peux continuer mes combats qui sont pour ces nouvelles formes de démocratie, qui sont pour le tissu associatif, qui sont d'organiser cette rencontre entre les gens. J'espère vraiment que je vais pouvoir le continuer ailleurs. Il y a aussi une certaine arrogance du politique de penser qu'il n'y a qu'eux qui peuvent faire bouger les murs, qui peuvent faire avancer les lignes. Et on voit bien aujourd'hui que c'est tout à fait différent. C'est ailleurs qu'on fait aussi bouger les lignes. On va en parler de ce que vous voulez faire demain, de ce que vous avez fait hier, mais d'abord, dans les mois qui viennent, les têtes de liste ne vous plaisent pas à Bruxelles? C'est pour ça que vous arrêtez? D'abord, c'est une décision évidemment éminemment personnelle de ne pas se présenter. Mais c'est pas contre ceux qui se présentent? Pas du tout, parce que je fais vraiment partie d'une équipe. Voilà, c'est aussi une décision d'équipe. C'est une décision éminemment personnelle, mais aussi une décision d'équipe. Et je pense que tous ceux qui m'entourent ont été extrêmement respectueux, mais pas seulement respectueux, mais m'ont aidé à prendre ces décisions. Et bien sûr, je ne vais pas être inactive jusqu'au 26 mai. Je vais défendre ce projet collectif qui a été le mien et qui reste le mien. Ce projet collectif, déjà, vous parlez des têtes de liste, on a 2 femmes têtes de liste. Voilà. Donc Céline Frémaux, Joël Milquet. Céline Frémaux, Joël Milquet. Je trouve ça déjà un très beau message et je vais certainement les aider jusqu'au 26 mai. Donc impliqués dans la campagne. S'il fallait revenir sur un élément qui s'est passé pendant ces 4 mandats, ce serait quoi? Une anecdote, vous voulez par dire? exemple, oui. Il y en a 1000. Il y en a 1000, mais peut-être je peux partager une anecdote tout à fait personnelle. Bien sûr. Anne-Sylvie Mouzon, chef de groupe socialiste, une femme d'une intransigeance vis-à-vis de ses valeurs, de ses combats, parfois même on était interloqués devant cette intransigeance et en même temps capable d'une énorme affectivité et qui certainement était loyale vis-à-vis des gens qu'elle avait pris sous son aile, et j'en faisais partie. Elle est décédée, je pense, en septembre 2013. Et je retrouve 4 mois après, au Palais du Roi, pour les vœux du roi, son mari, le fameux Luc Hénard, qui a beaucoup fait parler de lui. Et à travers toute la grande pièce avec les lustres et tout ça, Luc Hénard met la main dans sa poche et me sort une lettre que Anne-Sylvie m'avait écrite la veille de sa mort. Et ça, c'est la politique aussi. Ça peut transcender les partis. Ici, ça peut transcender la mort. Et ce qu'elle m'a écrit dans cette lettre, ça m'aide aujourd'hui à prendre cette décision. Bon, voilà. On ne saura pas exactement ce qu'il y a dans cette lettre, mais en tout cas, ça vous a touché. Qu'allez-vous faire? Puisque vous n'allez plus faire de la politique, en tout cas pas dans le système politique, mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous répondez déjà à des annonces aujourd'hui? Alors j'ai répondu à une annonce. C'est drôle que vous me demandiez ça. J'ai déjà écrit mon CV. En fait, nous, notre CV, les politiques, c'est les élections. C'est lors des élections, en fait, on fait notre CV. On dit ce qu'on a fait, on dit qui on est, etc. Et donc, oui, j'ai vu une annonce et qui correspondait exactement à ce que je voulais. Je ne vais peut-être pas le dire maintenant parce que je crois que je vais devoir avoir 10 refus pour trouver la bonne chose. Mais j'ai déjà envoyé mon CV et c'était extrêmement libérateur, en fait. C'était libérateur de me dire il faut pouvoir se fragiliser, se remettre en question, se repenser. Maintenant, ce n'est pas non plus facile. Il y a d'un côté,
il faut garder de l'enthousiasme, de l'envie, l'envie de se projeter. Il ne faut pas être cramponné à ce mandat, Surtout que à ce qu'on fait. C'est difficile de trouver des jobs de nos jours. Oui. Hein. Et en même temps, j'ai le cœur gros, évidemment. Hein. Franchement, j'ai le cœur gros parce que je quitte des gens que j'aime et qui m'ont enrichi, qui m'ont fait partager leur combat, tout ce tissu associatif, mais aussi mes compagnons de route, comme l'histoire que j'ai racontée maintenant. Est-ce que vous allez être recasé par le CDH? En tout cas, mon CV que j'ai envoyé, c'est parce que j'ai répondu à une petite annonce, voilà, donc que j'ai vue dans les journaux. Et en fait, je pense à ça. Je crois que il y a pourquoi être recasé. On doit croire en soi. Et voilà, peut-être que je vais me retrouver à regarder les feux de l'amour pendant. C'est pas si mal. C'est pas si mal. mal. Je n'ai pas encore regardé. Voilà. Mais en attendant, bon, il y a encore un peu de politique. Je voudrais encore parler de politique actuelle avec vous. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. C'est la journée internationale des victimes d'attentats. Alors, il y a eu hier une grève de la faim qui s'est terminée d'une victime. Il y aura une manifestation cet après-midi. Il y a Joël Milquet qui présente des dispositions au niveau européen. Alors, à 11 jours de la date anniversaire des attentats de Bruxelles, est-ce que les victimes sont mieux considérées aujourd'hui en Belgique? Non, je pense que c'est ça. On a manqué de respect vis-à-vis des victimes. Je dis de respect parce qu'on était tellement pris par défendre un modèle de vivre ensemble. On était tellement pris par la fragilisation de notre mosaïque belgo-bruxelloise, en fait très bruxelloise, que on a du coup manqué de respect, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils demandent? Pas seulement des indemnités, déjà il faudrait des indemnités qui soient correctes, mais ils demandent aussi qu'on ait un suivi. Et ça, vraiment, je pense que c'est important que le rapport de Joël Milquet arrive maintenant avec ses propositions qui vont redonner ce respect-là. Et que aussi la prise de conscience soit prise au niveau plus large, européen, évidemment. Je pense que c'est important, ça. Mais vous allez en parler au Parlement. Alors, oui, tout à fait. Donc, justement, notre dernier jeudi de l'hémicycle a lieu le 28 mars. Et ce dernier jeudi de l'hémicycle va être sur l'association V-Europe, qui le co-organise avec nous, va être justement sur les victimes des attentats. Mais donc, là aussi, on va pouvoir parler de ce qui a tellement traumatisé en fait notre société pendant cette législature. Ça a été vraiment un élément extrêmement traumatisant de cette législature. Et on va pouvoir parler des victimes, c'est-à-dire de l'individuel, et en faire un message collectif. Et donc ça, ce sera en direct sur BX1 le jeudi matin, ce sera le 28 mars. Mais puisqu'on parle du Parlement francophone de Bruxelles, je voudrais savoir un petit peu, après 5 ans, pour vous, à quoi sert ce Parlement? Parce que c'est pas toujours clair. Alors je vous propose trois réponses à cette question. Vous en choisissez une. La première, ça sert à s'occuper de matières sans les Flamands de Bruxelles. 2, ça sert à actionner les conflits d'intérêts, ou ça sert à compliquer davantage notre système bruxellois? Alors, je retiens 1 et 2, en fait, je les mets ensemble. Je vais dire d'abord autre chose. Je peux. Vous avez tous les droits. C'est votre dernier jour de politique, vous pouvez en profiter. Oui. Alors, le Parlement francophone bruxellois, c'est vraiment le laboratoire de vivre ensemble. Et on voit cette imbrication entre le politique et la société civile qu'on n'a nulle part ailleurs. C'est ça qu'on a fait avec les jeudis de l'hémicycle. On est le seul Parlement à avoir ouvert ses portes chaque mois à la société civile. Mais vous votez des textes aussi quand même. Hein? Oui, beaucoup moins. Hein. Oui. Allez, franchement dit, notre activité décrétale, elle est quand même assez minime. Mais par contre, le laboratoire du vivre ensemble, un espace de dialogue déjà entre Bruxellois francophones, ça n'existe nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, où les gens se disent Montesquieu, Tocqueville, les représentants du peuple, ils ne nous voient plus, nous, comme représentants du peuple. Ils se disent, Quetch, nous on est dans la rue, c'est autre chose. La démocratie directe, c'est ça qu'ils veulent mettre en avant. Eh bien, aujourd'hui quand même, on voit que chaque mois, alors que les portes sont ouvertes, la société civile envahit l'hémicycle. C'est bondé chaque mois. Mais c'est pas donc, un peu peu, une fois par mois? Alors, le laboratoire du vivre ensemble, demandez aux autres parlements qu'ils ne le fassent pas une conférence par an. Moi, j'aimerais bien. Je vois les autres parlements, ils font une conférence ou 2 conférences par an. Ici,
surtout, ça a fait avancer les choses, les avancées concrètes. Les métis, les salles de consommation de drogue à risque réduit, les jeunes aidants proches, la grande dépendance, le répit, ça a vraiment fait avancer les choses. La restitution des biens mal acquis africains, par exemple. Mais la deuxième chose, alors j'en viens à ce que vous me proposiez comme réponse, c'est vrai que par ailleurs, notre architecture bruxelloise est illisible. Voilà, je pense que quand je me présente, je dis « Bonjour, je suis Julie Degroot, présidente du Parlement francophone bruxellois, dit de la COCOF ». Les gens ont toujours un très gentil sourire, genre « Ah oui ». Et parfois, voilà, je dis le quiz, vous savez, entre la COCOM, le PRB, la COCOF, la communauté française, le fédéral. C'est illisible. Notre architecture bruxelloise est illisible. Et donc je pense vraiment, je pense que je suis aussi la seule présidente d'une assemblée qui a proposé de scier le trône sur lequel elle était assise. Je pense vraiment qu'il y a un moment, après ces élections, on doit se mettre autour de la table, et on peut agir sans révision de la Constitution, déjà intra-francophone, pour dire cette illisibilité pèse plus lourd que toutes les bonnes raisons qui ont fait que ça existe. Comment est-ce qu'on peut garder ce qui est une dynamique magnifique? Moi, je vois, on fait des choses magnifiques au niveau du Parlement francophone bruxellois, mais en le rendant plus cohérent et plus lisible. À propos, mais par contre, il faudra garder un lieu où les francophones peuvent faire valoir leurs droits. Alors, à propos de révision de la Constitution, vous dites qu'il y a moyen de le faire sans. Le CDNV propose de postposer toute nouvelle réforme de l'État à 2024. C'est une bonne idée, ça, de se dire qu'en 2024, il faudra prévoir une 7e réforme de l'État, finalement? Oui, je pense qu'à un moment, on a eu toujours des bonnes raisons. Vous savez, on a toujours eu des bonnes raisons de faire une réforme de l'État. Elles étaient soit identitaires, soit de recherche de sous, en fait, refinancement de la communauté française, etc. Mais à un moment, il faut se dire, c'est illisible, et ça fait craquer l'élastique. Et donc, oui, je pense qu'il faudrait une réforme de l'État. Pour simplifier, alors, c'est ça, plutôt. L'idée, ce serait de simplifier ce qui est complexe. Oui, mais pour cela, et du coup, je reviens à votre première question, pour cela, il faut aussi des lieux de dialogue avant. On n'a pas vraiment un fédéralisme de coopération. En Belgique, on dit qu'on a un fédéralisme de coopération, je l'ai vendu 1000 fois, mais au fond, c'est pas vrai. On se retrouve toujours quand c'est trop tard, quand on est en termes de conflit. Donc aujourd'hui même, voilà, on se retrouve au Sénat pour le conflit d'intérêts, le 5e conflit d'intérêts que la COCOF a lancé contre le décret flamand inscription. Et on voit, on est trop tard, on est au moment du conflit. On a une posture qui est la nôtre. En fait, ça ne sert à rien, ça sert juste à retarder les choses. Oui, mais donc on doit demain vraiment établir des lieux de dialogue. Parce que, par exemple, c'est un bon exemple ici. Les inscriptions, on a le même... Je vais devoir vous arrêter. Parce que dans votre nouveau boulot, peut-être, il ne faudra pas être aussi bavarde. Mais non, je vais garder. Merci d'être venu nous expliquer ça. On se retrouve demain. Bonne journée, bonne soirée à tous.